Dans l'histoire du jeu vidéo, il y a des machines qui ont littéralement changé l'industrie. Des consoles qui ont défini une époque entière, qui ont marqué toute une génération de joueurs et qui sont devenues de véritables icônes culturelles. Et puis il y a les autres, celles qu'on a oubliées. Celles qui ont été des échecs commerciaux, des ratés techniques ou simplement des machines qui n'ont jamais trouvé leur public. Mais entre ces deux catégories, il y a un autre cercle. Un cercle encore plus rare, encore plus fermé et que perso je trouve fascinant. Le cercle des consoles qui avaient tout compris, qui avaient anticipé exactement ce que le jeu vidéo allait devenir, mais qui sont arrivés beaucoup trop tôt. Et ça, c'est une description qui colle parfaitement à la toute dernière console de Sega, sortie en 98 et morte en 2001, la fameuse Dreamcast. Parce que techniquement et conceptuellement, la Dreamcast, elle était juste en avance de 5 ans sur tout ce qui existait à son époque. C'était une console qui allait prédire tout ce qu'on considère aujourd'hui comme acquis, comme le jeu en ligne ou encore l'écosystème connecté. Une console qui, si elle était sortie dans d'autres circonstances, déjà aurait certainement pas duré que 3 ans, et en plus de ça, avait le potentiel de changer l'histoire du jeu vidéo tout entière. Parce que la Dreamcast, c'est pas juste l'histoire d'une console qui a échoué, c'est l'histoire d'une vraie prophétie technologique, d'une vision du futur que personne n'était prêt à accepter. Et c'est cette histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on fasse un petit retour dans le temps. Parce que l'histoire de la Dreamcast, elle commence pas en 98, elle commence 4 ans plus tôt, avec une autre console et un autre échec. On est en 93 au Japon. Et dans les salles d'arcade de l'archipel à cette époque, c'est l'effervescence. Parce que depuis quelques mois, il y a une petite révolution connue sous le nom de Virtua Fighter qui vient d'inonder les lieux. Et la hype, elle est tellement forte que les gens y font la queue pendant des heures pour avoir le droit de poser leurs mains sur un des premiers jeux de combat en 3D de l'histoire. Et c'est dans ce contexte que Sega sort sa Saturn au Japon en novembre 94. Et le coup de génie, c'est que Virtua Fighter, il est dispo Day One sur la machine. Un jeu d'arcade à succès, dispo pour tout le monde dans son salon. Et le résultat, il est immédiat. 170 000 consoles vendues en seulement 24 heures. C'est un record absolu au Japon pour une console de salon. Bref, sur l'archipel, la Saturn, elle cartonne. C'est un vrai succès. Mais ça, c'est que pour le Japon, parce que pour Sega, il y a encore tout le reste du monde à conquérir. Sauf que pour les États-Unis, Sega of America, ils ont décidé de jouer la carte du coup de poker, du truc risqué, du pari totalement fou, qui va pas forcément payer comme ils l'auraient voulu. Ce coup de poker, il va se jouer le 11 mai 95 au Los Angeles Convention Center lors de la toute première édition de l'E3, qui va devenir le plus gros événement jeu vidéo de l'année. Et là, on a Tom Kalinske, le président et CEO de Sega of America, qui monte sur scène. Et il commence à parler de la Saturn, à vanter ses jeux, la puissance technique, ses capacités 3D, enfin bref, il fait tout le speech classique d'une présentation de console. Et puis au milieu de son discours, il balance un truc que littéralement personne dans la salle attendait. La Saturn sort aujourd'hui. Pas dans 3 mois, pas à la fin de l'année, là maintenant tout de suite. Alors évidemment, c'est la surprise totale dans la salle. Tout le monde est sous le choc parce que personne, mais absolument personne, était au courant de ce lancement surprise. Mais justement, il est là le souci. Personne était au courant. Et ça veut dire plusieurs choses vraiment pas cool pour plein de personnes. Pour les revendeurs, qui se retrouvent avec des consoles dans leur magasin sans avoir eu le temps de préparer quoi que ce soit. Pour les développeurs, qui n'ont pas fini leur jeu et qui se retrouvent avec une console sur le marché alors que eux, ils n'ont rien à proposer dessus. Et pour les joueurs, qui avaient absolument pas prévu de dépenser 400 $ pour une console en plein mois de mai. Donc bon, on peut s'accorder à dire que le move de Sega, il était vraiment pas ouf et que ça lui a fait plus de mal que de bien. Sauf que cette histoire, elle est pas finie. Parce que pendant cette révélation qui a mis en PLS tout le monde pour les mauvaises raisons, il y avait un certain Sony qui devait présenter la PlayStation juste après, dans la même salle, le même jour. Et c'est là que va se passer un des moments les plus célèbres de l'histoire du jeu vidéo. Juste après Kalinske, c'est au tour de Steve Race, le dirigeant de Sony, de monter sur scène. Et là, il s'approche du micro, mais il dit absolument rien sur la console. Il fait pas de discours, il fait aucune présentation. Il va juste dire un mot. $299, c'est 299. Et il parle en dollars. Et c'est le prix de la PlayStation. Sauf que la Saturn, elle en coûte 100 de plus. En seulement 3 secondes, Sony, ils viennent de détruire Sega. Et à partir de là, il y a tout qui s'effondre. Aux États-Unis, la Saturn, elle se crache complètement. C'est un vrai échec commercial. Les développeurs occidentaux, ils comprennent rien du tout à l'architecture de la console, qui est beaucoup plus compliquée que celle de la PlayStation. Du coup, il y a Electronic Arts qui annule tous ses jeux pour Saturn. Et Capcom, il fait pareil. Et puis progressivement, c'est tous les éditeurs tiers qui disparaissent de la machine. Du coup, les revendeurs, ils sont furieux, parce que eux, ils ont été forcés de prendre des consoles en urgence, sans préparation, et résultat, elles restent sur les étagères à prendre la poussière. Et pendant ce temps-là, les joueurs américains, eux, ils attendent la PlayStation, parce qu'elle coûtera moins cher et qu'elle aura beaucoup plus de jeux. Du coup, en 97, 2 ans seulement après ce désastre, on a Bernie Stolar, le nouveau président de Sega of America, qui annonce dans une interview pour Next Generation Magazine que la Saturn n'est pas notre avenir. Ils viennent littéralement d'enterrer leur propre console après seulement 2 ans de vie. Ok, donc là imaginez un peu,
Vous êtes Sega. Vous avez dominé les années 90 avec la Mega Drive. Vous avez été le principal concurrent de Nintendo pendant une décennie en étant au sommet de l'industrie. Et là, en l'espace d'à peine 3 ans, vous perdez absolument tout. La crédibilité, les parts de marché, la confiance des développeurs et surtout celle des joueurs. Faut bien comprendre que la Saturn pour Sega, c'est pas juste un échec commercial, c'est un véritable traumatisme, une humiliation publique. Mais Sega, c'est pas non plus le genre de boîte qui abandonne comme ça. Du coup, ils se disent, ok, on a merdé, on a grave merdé. Mais on peut encore avoir une chance, avec une dernière console, et cette fois-ci, on va tout miser. Alors en secret, dans leur bureau au Japon, Sega ils commencent à développer une nouvelle machine sous le nom de code Katana, qui deviendra finalement la future Dreamcast. Et avec cette console, Sega, ils ont une philosophie très marquée. Déjà, ils veulent surtout pas refaire les erreurs du passé, ça c'est évident, mais surtout, ils veulent anticiper le futur. Et ça, c'est ultra ambitieux. Sauf qu'ils partent avec un sérieux handicap. Parce qu'après l'échec de la Saturn, ils ont plus le droit à l'erreur. Déjà parce que les finances, elles sont dans le rouge et qu'ils pourront jamais encaisser un nouvel échec. Mais en plus de ça, ils ont plus de crédibilité auprès des développeurs et surtout, ils ont plus la confiance des joueurs, qui ont l'impression que Sega les a abandonnés en plein milieu de la génération précédente. En gros, la Dreamcast pour Sega, c'est pas juste une nouvelle console de salon. Ça doit être leur rédemption ou ce sera leur fin. Et il n'y aura pas de seconde chance. Alors pour vraiment comprendre ce pari, pour saisir à quel point cette console elle était à la fois visionnaire et désespérée, on va la décortiquer, composant par composant et innovation par innovation. Et vous allez comprendre à quel point cette console, elle venait littéralement du futur. Et le tout premier composant qu'on voit quand on ouvre cette Dreamcast, c'est ce petit boîtier blanc, discret et presque anodin. Ce truc, c'est un modem. Et c'est pas un accessoire, c'est pas vendu séparément dans une boîte. Il est là d'office intégré dans chaque Dreamcast vendue. Et ça, c'est complètement fou. Parce qu'en 98, les consoles, elles se connectent pas à Internet. La PlayStation 1, aucun support réseau. La 64, c'est la même. Alors, il y a bien eu déjà quelques tentatives, comme le Satellaview ou la Super Famicom, mais c'était quand même resté ultra niche. En gros, en 98, si on veut jouer en ligne, on n'a pas le choix. Faut acheter un PC, installer des drivers, chercher des serveurs sur des forums et espérer que la connexion pète pas. C'est compliqué et c'est super technique. Et là, il y a Sega qui dit, non, l'avenir du jeu vidéo, c'est en réseau. Et c'est pas dans 5 ans, c'est maintenant et on va le mettre dans les mains de tout le monde. C'est ultra ambitieux, c'est ultra visionnaire, mais c'est aussi méga risqué. Parce que faire des jeux en ligne sur console, c'est pas juste faire des portages de jeux de PC. Il faut tout réinventer. L'interface, les contrôles et la façon de communiquer. Et s'il y a bien un jeu qui a réussi à porter cette vision, c'est Phantasy Star Online, un MMORPG sur console en 2000. Ok, imaginez le problème. Vous êtes la Sonic Team et on vous demande de faire un MMO. Vous n'avez pas de clavier, vous n'avez pas de souris, vous avez juste une manette avec 4 boutons, 2 gâchettes et un stick analogique. Comment vous faites pour gérer un inventaire, des compétences, un chat? La philosophie de la Sonic Team, elle est ultra simple. Si on ne peut pas expliquer un système en moins de 10 secondes, alors il est trop compliqué pour une console. Il faut que ce soit intuitif et instantané. Alors, ils popularisent le menu radial pour un jeu 3D. C'est intuitif, c'est rapide et surtout, ça marche du tonnerre. Ce système, aujourd'hui, il est absolument partout. Mass Effect, Red Dead Redemption, Assassin's Creed, tous ces jeux, ils utilisent des variantes du menu radial popularisées par la Sonic Team. Mais en 2000, sur Dreamcast, dans un jeu 3D, c'était une première. Ensuite, on a le problème du combat. Comment on cible un ennemi précisément avec un stick analogique? Comment on gère des combos fluides sans aucun clavier? La solution trouvée, un système de lock automatique. On se rapproche d'un ennemi, la caméra pivote, le personnage se verrouille automatiquement dessus. On appuie sur un bouton et le coup part. Tout simplement. C'est un système qu'on retrouvera dans tous les actions RPG modernes, mais en 2000, c'était révolutionnaire. Et le chat, qui est quand même le sel d'un jeu en ligne. Comment parler à des gens sans aucun clavier? On crée un système de raccourcis textuels et de gestes pour communiquer. Alors c'est clair que c'est pas parfait, mais ça fait le taf. Et au pire, il y avait aussi un clavier virtuel pour écrire plus de choses. Mais surtout, ce système, il permet à des joueurs qui parlent pas la même langue de jouer ensemble. C'est un système qui permettait sans problème à un Américain et un Espagnol d'être présents sur le même serveur pour suivre la même quête. Et ça, c'est une dinguerie, parce qu'on est en 2000 sur une console. Phantasy Star Online, c'est la preuve que le MMO console était possible, que le réseau pouvait créer des expériences impossibles ailleurs. Mais Sega, ils sont allés encore plus loin avec le potentiel du online. Septembre 99, Quake 3 Arena sort sur PC. C'est le jeu multijoueur le plus exigeant techniquement de l'époque, avec des graphismes poussés et une physique avancée. Un pur jeu d'arène compétitive à 16 joueurs. Pour y jouer sur PC, il faut une bonne config, une carte graphique dédiée, de la RAM, un processeur qui envoie. Et en 2000, Sega il sort Quake 3 Arena sur Dreamcast. Et c'est John Carmack, le créateur du jeu, mais aussi de Doom, qui supervise personnellement le portage. Le résultat, le jeu il tourne à 60 fps, il est stable, il est fluide et il n'y a aucun compromis visuel. Concrètement, c'est exactement le même jeu que celui sorti l'année précédente. Mais le mieux, c'est qu'il est jouable en ligne, évidemment, mais contre des joueurs PC. Ouais, c'est un jeu cross-platform en 2000. C'est un truc de fou. Tout ça, c'est déjà pas mal, mais Sega, ils ont fait encore mieux avec l'intégration du réseau. NFL 2K1, un jeu de football américain sorti en septembre 2000.
Avant chaque match, quand on allume la console, le jeu se connecte. Et on peut télécharger les stats réels des joueurs, les transferts, les blessures. Aujourd'hui, c'est un truc complètement normal. FIFA le fait, NBA 2K le fait. Mais en 2000, sur console, c'était inédit. C'est le premier jeu console à faire du live service. Donc ok, le réseau sur Dreamcast, je pense que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que c'était quand même une sacrée dinguerie. Sauf que vous vous en doutez, mais une innovation majeure comme ça, eh ben c'est pas gratuit. Pour supporter le réseau, Sega il lance un service appelé SegaNet. Le prix pour les joueurs, gratuit. Les 6 premiers mois. Puis une vingtaine de dollars par mois. Mais le problème là-dedans, c'est que pour Sega, pour chaque abonné, c'est une perte sèche. Parce que eux, ils payent les serveurs, ils payent la bande passante, ils payent toute l'infrastructure. Et d'après les documents financiers de Sega publiés en 2001, SegaNet a coûté plus de 60 millions de dollars en infrastructure pour environ 200 000 abonnés actifs maximum. Ça fait 300 dollars par abonné pour un service vendu 130 dollars par an. En gros, Sega perd de l'argent sur chaque joueur connecté. Et c'est normal, parce qu'en 99, personne sait comment monétiser le online console. Microsoft, ils lanceront le Xbox Live 3 ans plus tard, en 2002, avec un abonnement payant, dès le début. Parce que Microsoft, ils ont appris de Sega. Ils ont compris qu'il fallait un modèle économique viable, que l'infrastructure réseau, ça se paye pas tout seul. Mais Sega, eux, ils avaient fait le pari que le réseau, il allait créer de la valeur, que les joueurs allaient acheter plus de jeux s'ils pouvaient jouer en ligne. Et le truc, c'est que ils ont eu raison. Mais c'est juste que l'industrie, à cette époque, elle était pas prête, les joueurs non plus, et les infrastructures téléphoniques mondiales encore moins. Le modem, c'était la prophétie, la vision d'un futur où les consoles seraient des portes vers d'autres joueurs, d'autres mondes, d'autres expériences. Mais ce futur, il arriverait sur Xbox Live, sur PlayStation Network, pas sur Dreamcast. C'était une vision tellement en avance qu'elle ne pouvait pas tenir sur le moment. Mais c'est surtout que la première des innovations majeures de la Dreamcast. Parce qu'en plus de vouloir connecter les joueurs entre eux des années avant que ce soit normal, Sega, il voulait aussi proposer des jeux next-gen ultra ambitieux. Et pour faire des jeux ultra ambitieux, il faut de la place. Beaucoup de place. Le CD standard, c'était trop petit. Les DVD, c'était trop cher à intégrer en 98. Alors Sega, ils ont inventé quelque chose entre les deux. Un format propriétaire, le GD-ROM. Gigabyte Disk Read Only Memory, un nom un peu technique pour un disque qui fait 1 gigaoctet, 1,2 pour être précis. Et en 99, ça c'est énorme. Et pour s'en rendre compte, il faut regarder la concurrence. La PlayStation 1, c'est des CD standards, 700 mégas. La Nintendo 64, c'est des cartouches ridicules, entre 4 et 64 mégas selon les jeux. La PlayStation 2, qui va sortir en 2000, elle proposera des DVD de 4,7 gigas. Mais elle sort un an après la Dreamcast, et elle coûte 100 dollars de plus. Sega, eux, ils voulaient un juste milieu. Plus qu'un CD, mais pas non plus besoin d'un DVD. Quelque chose de suffisant pour des jeux ambitieux, mais abordables à produire. Alors ils créent leur propre format. Et le GD-ROM, c'est un CD amélioré. En fait, Sega, il exploite une zone de disque que les lecteurs normaux ne peuvent pas lire. Une zone plus dense, plus compressée. Résultat, presque le double de capacité d'un CD classique. Mais pour lire ça, il faut un lecteur spécifique. Et Sega l'intègre dans chacune de ses consoles. Un lecteur 3 fois plus rapide qu'un lecteur CD de PlayStation 1, mais qui coûte aussi beaucoup plus cher à produire qu'un lecteur CD standard. Mais pour Sega, le pari, il valait clairement la peine. Parce que ce gigaoctet, il change absolument tout. Et le jeu qui prouve que ça en valait la peine, c'est très clairement Shenmue. Le projet le plus ambitieux de l'histoire de Sega. Le jeu le plus cher jamais développé à l'époque, avec 47 millions de dollars. Shenmue, c'est un monde ouvert, réaliste, le premier de son genre. C'est la ville de Yokosuka, au Japon, entièrement modélisée, rue par rue, boutique par boutique. Dans ce jeu, il y a plus de 300 PNJ qui vivent leur vie et qui ont leur propre routine. Le boulanger, il ouvre sa boutique à 7h du mat, le vendeur de cassettes, il ferme à 18h. On arrive trop tard, tant pis, c'est fermé, faudra revenir demain. Il y a des distributeurs automatiques un peu partout qui fonctionnent. On met 100 yens, on sort une canette et on peut la boire. Notre personnage, il a une animation dédiée et la canette, elle est modélisée en 3D. Il y a des magasins de jouets où on peut acheter des gachapon. Et chaque figurine est unique, modélisée. On peut les collectionner. Il y a des salles d'arcade avec des vraies bornes de vrais jeux. On peut jouer des jeux complets dans un jeu complet. Et tout ça, ça tient sur 4 GD-ROM. 4 disques de 4,8 gigaoctets de données au total. Pour comparer, FF7 sur Play 1, c'était 3 CD, 2,1 giga au total. Et c'était déjà considéré comme gigantesque. Mais FF7, c'était des backgrounds pré-rendus, des images fixes. Shenmue, c'est tout en 3D temps réel. Chaque recoin de la ville est explorable et vivant. Et c'est le GD-ROM qui a rendu ça possible. Parce que sans ces gigaoctets, sans ces 4 disques, Shenmue, il n'existerait tout simplement pas. Mais le GD-ROM, il n'est pas là que pour les gros jeux. Il est aussi là pour la beauté technique. Laissez-moi vous présenter Soul Calibur, un jeu de combat développé par Namco, le jeu de lancement de la Dreamcast au Japon. Et ce jeu, il est incroyablement magnifique. La version arcade de Soul Calibur, elle tournait sur un hardware amélioré de la PlayStation 1. Texture basse résolution, modèle polygonaux ultra simple. La version Dreamcast, texture haute résolution, modèle beaucoup plus détaillé. Et surtout, un mode 60 images par seconde en 480p. En 98, c'est du jamais vu sur console. Et tout ça, ça tient sur un seul GD-ROM. Le magazine IGN, dans son test de Soul Calibur en septembre 99, écrira que c'est pas le plus beau jeu de combat jamais fait, c'est le plus beau jeu, point final. Et il lui mettra un 10 sur 10. Le premier 10 sur 10 donné par IGN à un jeu de combat.
Mais personnellement, ce que je trouve encore plus dingue avec le GD-ROM, c'est toutes les possibilités qu'il apporte pour l'audio. Dans Grandia 2, on a une bande-son orchestrale complète de 44 morceaux enregistrés en qualité CD. Et ça c'est ouf, parce que sur PlayStation 1, les développeurs, ils devaient compresser la musique pour que ça rentre sur le CD. Ça donnait un son étouffé, bourré d'artefacts de compression, et honnêtement c'était franchement pas ouf. Mais avec le GD-ROM, d'un coup, on a assez de place pour stocker de l'audio non compressé. Du coup, Grandia 2, il sonne comme un jeu PC. Clarté totale, pas de compression. Les orchestrations, elles respirent. En gros, le GD-ROM, il a surtout permis au jeu d'atteindre un nouveau niveau d'immersion qui était juste pas possible avant. Mais ce format propriétaire, il cachait une faille, une faiblesse que Sega avait pas anticipée, le piratage. Techniquement, le GD-ROM, il a jamais été craqué. Mais la Dreamcast, elle avait une autre porte d'entrée. Le MIL-CD, pour Music Interactive Live CD. Un format créé par Sega pour des karaokés interactifs au Japon. Un truc ultra niche. Sauf que ce format, il permettait de charger du code depuis un CD gravé normal. Et en juin 2000, il y a un groupe de hackers appelé Utopia qui découvre qu'on peut exploiter cette faille. Et ils sortent un bout de disque. Un CD gravable qui dit à la Dreamcast, accepte n'importe quel CD qui va suivre. Et à partir de là, la brèche est ouverte. En quelques mois, les premiers jeux pirates apparaissent sur Internet. C'est pas des copies de GD-ROM, c'est des versions rippées, compressées pour tenir sur un CD de 700 MO. La qualité est dégradée, les vidéos sont floues, les musiques compressées, mais ça fonctionne. Et du coup, tout le monde s'y met. D'après les estimations de l'époque, entre 25 et 40% des Dreamcast en circulation étaient utilisés pour du piratage. Et le problème, c'est que Sega, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas patcher le hardware sans casser les fonctionnalités officielles. En gros, ils sont coincés. Le piratage nous tue. On ne peut pas concurrencer la PS2 si les joueurs peuvent obtenir nos jeux gratuitement. Les développeurs tiers nous abandonnent parce que leurs jeux ne se vendent pas. Parce que ouais, si vous êtes Electronic Arts, si vous êtes Capcom, si vous êtes Konami, pourquoi vous iriez investir des millions sur une plateforme où presque la moitié des utilisateurs piratent ? Le GD-ROM, c'était l'espace, la créativité, la liberté absolue. Mais c'est devenu la faille qui a tué la console. Et pour exploiter cet espace, pour afficher Shenmue, pour faire tourner Soul Calibur à 60 FPS, il fallait de la puissance graphique. Et pour ça, Sega, il a fait un pari. Un pari sur une technologie qui était révolutionnaire, mais aussi extrêmement risquée, et qui est le troisième élément sur notre liste, le PowerVR. Une puce qui allait changer la 3D sur console, mais qui allait aussi pas mal compliquer la vie des développeurs. En 98, tous les GPU consoles et PC, ils fonctionnent sur le même principe, le rendu immédiat. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on envoie des polygones et les GPU les dessinent, dans l'ordre, un par un. Parfois, ils dessinent des choses qui sont cachées, un mur derrière un autre mur, un ennemi derrière une porte fermée. C'est du gaspillage, mais c'est comme ça que ça marche. Le PowerVR, lui, il fait l'inverse. Il divise l'écran en tuiles, il regarde tous les polygones de la scène et il les trie. Et il dessine uniquement ce qui est visible, jamais un pixel inutile. Résultat, moins de calcul, moins de bande passante et plus de performance. Et ça se voit immédiatement. Soul Calibur, il tourne en 60 FPS avec un rendu ultra net en 98 sur une console à $200. Comparez ça avec la PlayStation qui n'a pas d'anti-aliasing. Les textures elles tremblent, les sols ils ondulent, les murs ils se déforment. Soul Calibur, c'est la preuve. C'est le premier jeu qu'on montre à quelqu'un qui demande c'est quoi la différence avec la PS1. Et la différence, c'est dans la fluidité, dans la netteté, dans la sensation que la 3D, elle est enfin propre. Mais le problème avec cette architecture, c'est qu'elle est radicalement différente de tout ce que les développeurs connaissaient. Si vous avez l'habitude de développer sur PlayStation, sur 64 ou sur PC, vous connaissez le rendu immédiat. Mais avec le PowerVR, il y a tout qui change. Et c'est ultra perturbant. John Cormack, le développeur de Quake, il a dû réécrire des portions entières du moteur juste pour la Dreamcast. Réécrire, pas adapter. Ça prend un temps fou et ça donne plein de manières de foirer. Et ça s'est vu dans pas mal de portages. Mortal Kombat Gold, framerate instable, bug graphique à la chaîne. Tomb Raider Chronicles, texture pire que la PlayStation 1. Mais heureusement, il y a des studios qui maîtrisent, qui comprennent cette architecture et qui l'exploitent de la meilleure des manières. Crazy Taxi. Un monde ouvert, pas de temps de chargement, la ville stream en temps réel. 60 FPS constant. Même avec plein de voitures à l'écran, même avec des piétons qui courent partout. Le jeu, il utilise un système de LOD. Les voitures au loin, elles sont en low poly, et quand on se rapproche, elles passent en high poly. La transition est instantanée, invisible. C'est le PowerVR qui trie automatiquement par profondeur et il gère ça à la perfection. Et puis, il y a Jet Set Radio, un jeu de roller urbain avec des graffitis, dans un style cartoon. Et ce jeu, il popularise juste le cel shading sur console. Le cel shading, c'est une technique de rendu qui fait ressembler la 3D à un dessin animé. Les ombres sont aplaties, les contours des objets sont dessinés en noir, un peu comme dans un manga. Techniquement, c'est assez compliqué, parce que ça demande plusieurs passes de rendu. On dessine d'abord la scène normale, puis on dessine les contours, puis on applique les ombres. C'est un truc qui est assez lourd. Mais le PowerVR, vous vous en doutez, il gère ça nickel. Résultat, Jet Set Radio, il ressemble à rien d'autre. Les personnages ont l'air dessinés, les bâtiments ont des contours nets, les couleurs sont vibrantes, saturées, le tout avec 30 FPS ultra stable. C'est pas du tout la 3D la plus réaliste, mais c'est la 3D la plus stylisée et la plus mémorable. Parce que après Jet Set Radio, le cel shading, il devient une référence. The Legend of Zelda de Wind Waker, Beautiful Joe, Borderlands 13. Tous ces jeux doivent quelque chose à Jet Set Radio, et Jet Set Radio existe parce que le PowerVR permettait cette technique. Mais l'ironie,
c'est que le PowerVR, il a gagné ailleurs. Pas sur console, pas sur PC, sur mobile. En 2007, Apple sort le premier iPhone. Et le GPU de l'iPhone, c'est un PowerVR. Pourquoi? Parce que l'architecture, elle consomme moins de batterie. Elle dessine uniquement ce qui est visible. Il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de calcul inutile et il y a moins de consommation. Aujourd'hui, en 2026, presque tous les smartphones au monde utilisent des GPU dérivés de cette technologie. Ça fait des milliards d'appareils qui utilisent la même philosophie que la Dreamcast. Encore une fois, la Dreamcast avait raison, mais trop tôt et sur le mauvais marché. Le PowerVR, c'était la vision, la 3D efficiente, la 3D intelligente. Mais une vision, ça suffit pas. Il faut que les joueurs ils puissent en profiter, en prenant le contrôle. Et c'est là qu'intervient le dernier composant, celui qu'on voit, celui qu'on touche, celui qui connecte le joueur à la machine. Et cette manette, elle cache une histoire de design, d'innovation et d'un accessoire qui avait le potentiel de tout changer. Blanc cassé, légèrement gris, plastique mat. 2 poignées qui s'écartent vers l'extérieur. Un stick analogique en haut à gauche avec une base octogonale. Une croix directionnelle en bas à gauche, grande, précise. 4 boutons sur la droite, A, B, X, Y, disposés en losange. Et 2 gâchettes. L et R, analogiques. Des gâchettes qui ont une résistance, qui ont une course où on peut doser la pression. Les gâchettes analogiques, c'est la Dreamcast qui les popularise sur console. La Nintendo 64, elle avait une gâchette Z, mais elle était digitale, on ou off. La DualShock de PlayStation, pareil, pas de nuance. Sur Dreamcast, les gâchettes, elles détectent la pression, entre 0 et 100%. On peut accélérer doucement dans une course et freiner progressivement. Dans Sega Rally 2, on contrôle l'accélération au millimètre. On sent la différence entre 50 et 70% de puissance. Et après la Dreamcast, c'est tous les contrôleurs qui vont adopter ça. La DualShock 2, la manette Xbox, la manette GameCube. Encore une fois, c'est la Dreamcast qui a été pionnière. Mais le truc le plus bizarre sur cette manette, c'est ça. Un slot rectangulaire avec un connecteur au fond. Et dans ce slot, on insère un écran, le VMU, pour Visual Memory Unit. C'est un petit boîtier blanc avec un écran LCD monochrome, comme une Game Boy, mais plus petit, beaucoup plus petit. Et en dessous de l'écran, 4 boutons, A, B, Mode et Sleep. Sur le côté, une croix directionnelle, minuscule pour naviguer entre les menus. Et ce VMU, il est blindé de fonctionnalités. La première fonction, elle est simple, c'est la carte mémoire. La VMU, elle permet de stocker ses parties. On peut retirer la VMU de la manette, l'emmener chez un ami, la brancher sur sa manette et récupérer ses sauvegardes. C'est portable, c'est échangeable, c'est comme une memory card de la PS1, mais avec un écran. La deuxième fonction, elle est un peu plus stylée. C'est l'affichage pendant le jeu. Dans Sonic Adventure, l'écran du VMU affiche un KO, une petite créature virtuelle qui bouge, qui réagit en temps réel pendant qu'on joue. Dans Resident Evil Code Veronica, le VMU, il affiche la barre de santé, le statut. On regarde le VMU, pas l'écran de télé. L'immersion, elle reste intacte. C'est comme la Wii U, mais plus de 10 ans avant la Wii U. Et la troisième fonction, c'est ma préférée, c'est la console portable. Parce que la VMU, c'est pas juste un écran, c'est un ordinateur avec un processeur. Et ce processeur, il peut exécuter des programmes et des mini-jeux. Dans Sonic Adventure, quand on sauvegarde, le jeu télécharge un mini-jeu sur une autre VMU, Chaos Adventure. C'est un petit RPG où notre Chaos se promène dans un monde en 2D et rencontre des ennemis, il se bat, il gagne des points et il trouve des objets. Basiquement, on joue sur la VMU détachée de la console, dans le bus, à l'école, au boulot, avec les 4 petits boutons et la croix directionnelle. Et quand on revient à la maison, on rebranche la VMU dans la Dreamcast. On lance Sonic Adventures et notre KO a progressé. Il est plus fort et il a récupéré de nouveaux objets. C'est la première forme de cross-platform gaming portable en 98. Ça, c'est exactement ce que Pokémon fera avec le Pokéwalker sur Earth Gold et Soul Silver en 2009, 11 ans plus tard. Donc tout ça, c'est extrêmement cool, sauf que le VMU, il a un défaut, un gros défaut, c'est la batterie. Le VMU, il fonctionne avec 2 piles boutons, comme dans une montre. Le problème, c'est que la durée de vie, c'est environ 20 heures. Et 20 heures, c'est que dalle. Concrètement, ça veut dire que tous les 3 jours, si on joue régulièrement, les piles sont mortes. L'écran s'éteint et le son se coupe. Les sauvegardes, elles restent, parce que la mémoire flash, elle dépend pas des piles. Mais toutes les fonctions smart du VMU, c'est mort. Et c'est tout con, hein, mais les piles CR2032 là, elles coûtent très cher. En 99, c'est environ 2 $ la paire aux États-Unis. Converti, ça fait à peu près 3 $ en France. Pour prendre un exemple, si on joue 5 heures par semaine, ce qui est déjà pas énorme, on remplace nos piles toutes les 4 semaines. Ça fait 3 $ par mois, ça fait 36 $ par an, juste pour l'écran de la manette. Du coup, les joueurs abandonnent les fonctions smart du VMU. Ils utilisent juste comme carte mémoire, sans pile. Et c'est là que, perso, je trouve que ça devient triste. Parce que le VMU, il avait vraiment un potentiel énorme. Imaginez un RPG où notre équipement s'affiche sur le VMU, où on peut gérer l'inventaire pendant que quelqu'un d'autre joue sur la télé. Imaginez un jeu de stratégie où chaque joueur a ses ordres secrets sur son VMU, où on planifie ses mouvements sans que notre adversaire les voie. Et même soyons fous, imaginez un Pokémon sur Dreamcast, avec des Pokémon dans le VMU. On les amène partout, ils évoluent, on peut faire des échanges, faire des combats. Ça aurait pu être incroyable. Mais heureusement, il y a un truc que la manette Dreamcast fait parfaitement. Et c'est quelque chose de simple, de basique, mais de crucial. La console, elle a 4 ports. La PlayStation 1, elle en avait que 2. La 64, elle avait 4 ports. Mais c'était la seule, et elle est sortie en 96. La Dreamcast, elle reprend cette idée. 4 ports, 4 joueurs, sans accessoires. On branche, et ça marche. Power Stone 2.
4 joueurs, 4 personnages, une arène qui se transforme, des items partout, des obstacles, un vrai chaos. C'est un party game frénétique, accessible et ultra fun. Choo Choo Rocket, un puzzle game multijoueur. Des souris courent sur une grille et on doit poser les flèches pour les diriger vers notre fusée. Il y a des chats qui apparaissent et si un chat entre dans la fusée, on perd des points. C'est simple, c'est rapide, c'est stratégique et c'est complètement chaotique à 4 joueurs. Le jeu, ça devient un vrai twister mental. On pose des flèches, nos potes en posent d'autres, la grille change constamment. On hurle, on rit, on rage. C'est le genre de jeu qui crée des souvenirs. Pas parce qu'il est techniquement impressionnant, mais parce qu'il est social et ultra fun. Mais au-delà des fonctionnalités, il y a aussi l'ergonomie, la manière dont l'objet se tient. Et les poignées de la Dreamcast, elles s'écartent vers l'extérieur. Pas comme la DualShock qui est plate, pas comme une manette 64 qui a 3 branches et qui est vraiment dégueulasse à prendre en main. Elles suivent l'angle naturel des avant-bras. Quand on tient la manette, les poignets sont légèrement tournés vers l'intérieur. C'est confortable parce qu'il y a moins de tension. Mais surtout, le stick analogique en haut à gauche, c'est aussi un pur choix. Parce que la plupart des jeux, ils utilisent le stick comme contrôle principal pour les mouvements, pour les déplacements 3D. Notre pouce gauche, il repose naturellement sur le stick. Il n'y a pas besoin de l'étirer, pas besoin de chercher. C'est là, sous le pouce. La DualShock, elle met les sticks en bas, symétriques. C'est neutre, mais c'est moins naturel pour des jeux 3D modernes où le stick gauche est dominant. Et devinez quelles manettes adopteront ce placement du stick ensuite? Absolument toutes les autres. Parce que c'était une évidence. Aujourd'hui, la manette Dreamcast, elle est considérée comme l'une des meilleures de sa génération. Alors attention, pas la meilleure. La DualShock 2, elle reste plus universelle, plus compatible, mieux construite. Mais la Dreamcast, elle a introduit des concepts, des idées. Les gâchettes analogiques, c'est standard aujourd'hui. Sur toutes les manettes modernes, le stick dominant en haut à gauche, pareil. Le VMU et son écran, c'est précurseur de la Wii U Gamepad, de la DualSense avec son écran tactile, des smartphones comme second écran. Les 4 ports multijoueurs intégrés seront standards sur Xbox et GameCube, et abandonnés après avec le online, mais essentiel à l'époque. Sega, ils ont innové, et les autres ont juste affiné avec le temps. Le modem, le GD-ROM, le PowerVR, la manette, le VMU, 5 innovations, 5 paris technologiques, 5 idées qui venaient du turfu. C'était génial, c'était fou, c'était Sega. Mais voilà le truc, une console peut tout bien faire, être en avance sur son temps et offrir des expériences impossibles ailleurs, et pourtant mourir en seulement 2 ans. Le 31 janvier 2001, Sega annonce l'arrêt de la production de la Dreamcast. Moins de 18 mois après son lancement américain, 27 mois après le Japon. La Dreamcast, c'est un échec. Mais c'est un échec qui n'a pas commencé ce jour-là, qui avait commencé bien avant. Et pour comprendre pourquoi la Dreamcast est morte, il faut aussi comprendre qu'elle combattait pas seulement la concurrence. Elle combattait surtout l'histoire de Sega elle-même. 1995, vous êtes un joueur Sega, vous venez d'acheter une Saturn, 400 $. Ok, c'est cher, mais c'est Sega, on leur fait confiance. 97, Sega annonce que finalement, non, la Saturn, elle a pas d'avenir en Occident. C'est trop complexe à développer, trop cher à produire, les jeux s'arrêtent. Ah, ok. Mais attendez, on va reculer encore un peu. 93. Vous venez d'acheter une Mega Drive avec un Mega CD, 300 $ les deux, parce que Sega a dit que c'était l'avenir du jeu vidéo. En 94, Sega sort le 32X, un add-on qu'on branche sur la Mega Drive, 150 $ de plus. Mais Sega, il dit que cette fois, c'est vraiment l'avenir. 1996, les deux supports sont abandonnés. Des bibliothèques ridicules, c'est des vrais supports fantômes. En 5 ans, Sega a sorti le Mega CD, la 32X, la Saturn et maintenant la Dreamcast. 4 systèmes, 4 promesses, 3 abandons. Alors quand en 99 Sega dit « cette fois-ci les gars, c'est différent, la Dreamcast c'est notre vrai retour », eh ben on les croit plus. Et c'est ça le vrai poison qui a contaminé Sega. C'est pas la technologie, c'est pas les jeux, c'est la confiance. Parce qu'une console, je pense que je vous apprends rien, hein, c'est pas juste du plastique, c'est un investissement dans un écosystème, dans une promesse que pendant 3, 4, 5, 6 ans, on aura encore des jeux pour s'amuser. Et Sega, à force d'abandonner ses enfants, il avait prouvé qu'on pouvait plus leur faire confiance. Mais le pire, c'est que même avec cette réputation abîmée, la Dreamcast, elle aurait pu survivre si elle n'avait pas eu à affronter une machine à hype absolue. Mars 99, Sony tient une conférence de presse pour présenter sa PS2. Et la PS2, c'est un vrai monstre, avec un processeur assez puissant pour générer des graphismes de films en temps réel. Ou du moins, c'est ce qu'il disait à l'époque. Mais il y a aussi un petit détail. La PS2, elle lit les DVD. Sauf qu'en 99, un lecteur DVD, ça coûte entre 300 et 500 balles. La PS2, elle sera vendue 300 $. Pour une console qui fait aussi lecteur DVD. C'est du génie marketing pur. Mais le truc, c'est que tout n'est pas encore joué. Parce que la PS2, elle sortira qu'en 2000. La Dreamcast, elle est sur le marché depuis novembre 98 au Japon et septembre 99 aux États-Unis. Ils ont 1 an d'avance. 1 an pour convaincre, pour construire une base installée, pour prouver que cette fois, Sega, il va pas abandonner. Sauf que vous voyez le problème. Quand Sony annonce une console 18 mois avant sa sortie, qu'elle promet des graphismes à la pointe, qu'elle inclura un lecteur DVD et qu'elle fait suite à une console vendue à plus de 100 millions d'exemplaires, les gens attendent. Et c'est normal, pourquoi acheter une Dreamcast en septembre 99 alors que dans 1 an, on pourra avoir une PS2 plus puissante qui remplace aussi notre lecteur DVD. La Dreamcast, elle n'a pas été tuée par la PS2, elle a été tuée par l'annonce de la PS2. Et le pire, c'est que pendant que les joueurs ils attendaient Sony, Sega, eux, ils faisaient face à un autre problème. Un problème interne, culturel et toxique.
Bernie Stolar, il a réussi à convaincre les revendeurs américains de donner une chance à la Dreamcast. Et pour ça, il a négocié un prix de lancement à 199 $ aux États-Unis. C'est ultra agressif et ultra risqué, mais nécessaire pour contrer l'effet PS2. Le problème, c'est qu'au Japon, Sega, ils vendent la Dreamcast environ 270 $. Trop cher pour le marché japonais. Et en Europe, ce sera pire. 200 livres au Royaume-Uni, environ 330 $. Pour une console qui doit combattre une Saturn qui a déjà échoué là-bas. Et le problème, il est là. 3 régions, 3 stratégies, aucune cohérence. Parce que c'est ça le vrai gros secret honteux de Sega. En fait, Sega of America et Sega Japan, ils s'entendent pas. Ils se parlent pas et même ils se détestent. Pendant la Saturn, Bernie Stolar, il avait refusé de localiser des dizaines de jeux japonais en disant que les RPG ne marchaient pas en Amérique. Spoiler, FF7 sortira 6 mois plus tard et vendra 10 millions d'exemplaires. Et cette guerre interne, elle continue avec la Dreamcast. Au Japon, ils veulent pousser les jeux d'arcade traditionnels, les shmups, les jeux de combat. En gros, tout ce qui marche dans les salles d'arcade japonaises. Mais aux États-Unis, eux, ils veulent des FPS, des jeux online, des expériences occidentales. Résultat, aucune vision claire, aucun message unifié, juste un énorme chaos. Et le problème, c'est que pendant que Sega se bat contre elle-même, les éditeurs tiers y regardent et ils prennent des décisions. Electronic Arts, le plus gros éditeur de jeux vidéo de l'époque, qui possède Madden, FIFA, les Sims, que des franchises qui vendent des millions, ils refusent de soutenir la Dreamcast. Officiellement, des différentes techniques, des problèmes de dev kit. Officieusement, IA voulait un accord d'exclusivité pour ses jeux de sport, comme sur la PlayStation. Sauf que Sega a refusé, donc IA s'est barré. Et ça, c'est catastrophique, parce que tous les éditeurs tiers vont faire pareil. Square Enix, exclusivité PS2 après le succès de FF7. Capcom, Resident Evil Code Veronica restera exclusif seulement quelques mois avant de se barrer sur PS2. Konami, ils supportent, mais mollement. Les gros budgets, ils vont tous chez Sony. Et voilà le cercle vicieux qui se met en place. Moins d'éditeurs tiers, ça veut dire moins de diversité logicielle. Ça veut dire moins de ventes consoles, ça veut dire moins d'éditeurs intéressés. Ça veut dire moins de ventes, donc moins d'éditeurs, etc. La Dreamcast, ça devient une console pour fans hardcore de Sega, pas pour le grand public. Et les chiffres, ils mentent pas. Fin 2000, Sega publie ses résultats financiers. Résultat, une perte nette de 404 millions de $. La Dreamcast, sur toute son existence, elle a vendu 10,6 millions d'unités dans le monde. La PS2, qui est sortie que depuis quelques mois, elle est déjà aussi à 10 millions. Et elle fait que commencer. Et le moment critique, c'est Noël 2000. La dernière chance pour Sega, qui va vendre à peine 1,5 million de Dreamcast. Sony, eux, ils vendront plus de 3 millions de PS2 et elle sera en rupture de stock constante. Du coup, Sega, ils arrivent plus à encaisser. Et le 31 janvier 2001, ils annoncent l'arrêt de la production de la Dreamcast. Une console qui avait tout pour réussir techniquement, qui avait des jeux brillants, qui avait une vraie vision, est morte en seulement 27 mois. Mais voilà qu'arrive la vraie ironie, la vraie cruelle ironie. Parce qu'entre janvier 2001 et mars 2002, alors que la console est officiellement morte, c'est à ce moment-là que sortent certains des meilleurs jeux de son histoire. Ikaruga, un chef-d'œuvre du shmup, sorti en février 2002 au Japon. Sky of Arcadia, un des meilleurs JRPG de l'histoire des JRPG et je veux rien entendre, sorti en novembre 2000, juste avant l'annonce. Rez, expérience synesthésique unique, novembre 2001. Mais surtout, Shenmue 2, l'aboutissement de la version du Yu Suzuki. Shenmue, en mieux, septembre 2001. Que des jeux qui auraient pu et dû définir la console, mais qui sont sortis pour une audience qui n'existait plus. C'est comme organiser un concert dans une salle vide. Les musiciens, ils jouent nickel, mais personne n'écoute. Et ça fait mal. C'est comme ça que la Dreamcast est morte. Sauf que son histoire, elle s'arrête pas là. Parce qu'une console, elle peut mourir commercialement, mais continuer à vivre culturellement. La Dreamcast, elle n'a pas disparu. Elle s'est transformée en souvenir, en inspiration, en standard. Et son héritage, il est partout autour de vous. Quand vous allumez votre Xbox, votre PS5, votre Switch, quand vous lancez un jeu online, quand vous explorez un open world qui réagit à chaque action, quelque part, vous jouez sur une Dreamcast. Pas littéralement, mais techniquement, philosophiquement. La Dreamcast, elle n'a pas disparu, elle s'est juste diffusée dans tout ce qui a suivi. Et les exemples, ils sont légion. Novembre 2001, Microsoft lance la Xbox 9 mois après la mort de la Dreamcast. Et au cœur de cette machine, le Xbox Live, un service online intégré avec chat vocal, matchmaking centralisé et liste d'amis. Exactement ce que Sega avait testé avec SegaNet et Phantasy Star Online. Et Microsoft, ils n'ont pas copié Sega, ils ont appris de Sega. Ils ont vu ce qui marchait, ce qui coinçait, et ils ont industrialisé et amélioré le concept. Sega, ils avaient prouvé que l'online console était possible. Microsoft, ils ont juste prouvé que c'était rentable. Les gâchettes analogiques de la Dreamcast, Xbox, GameCube, PS3, 360, PS4, PS5. Aujourd'hui, un pad sans gâchette analogique, c'est impensable. Et ce standard, il vient d'une seule manette. Et d'ailleurs, le VMU lui-même, mort commercialement, ça c'est clair, mais pas dans son concept. La Wii U et son écran tactile sur manette, la Switch et ses Joy-Con détachables, la DualSense avec son pavé tactile intégré. L'idée de faire de la manette plus qu'une simple manette, ça vient de là. Et la Dreamcast, elle a pas juste influencé le hardware, elle a aussi redéfini ce que le jeu vidéo pouvait être.
Shenmue, un monde ouvert où chaque PNJ a un nom, un emploi du temps, une routine, où on peut rentrer dans chaque boutique, voir la météo qui change en temps réel. Aujourd'hui, on appelle ça un open world immersif. GTA V, Red Dead Redemption 2, Yakuza, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed, tous ces jeux doivent quelque chose à Shenmue. Phantasy Star Online, le premier vrai MMO sur console. Pas un portage, pas une adaptation, un MMO pensé pour une manette, un canapé et un salon. Avant PSO, les MMO c'était des affaires de PC, de guildes hardcore, de raids de 40 joueurs. PSO, lui, il a prouvé qu'on pouvait créer du lien social pour 4 joueurs, qu'un monde pouvait être petit et intime, que le MMO pouvait être accessible. Destiny, Monster Hunter World, Warframe, The Division et tant d'autres, ils descendent tous directement de PSO. Crazy Taxi, un jeu qui dure que 5 minutes, où le but est de faire le meilleur score, de maîtriser des mécaniques simples à l'infini. Aujourd'hui, on appelle ça des roguelites ou des jeux à score. Hotline Miami, Super Meat Boy, Hades, vous en connaissez des milliers. Cette philosophie arcade moderne, où chaque run est unique mais courte, où la maîtrise est récompensée, c'est Crazy Taxi qui l'a imposé à la génération 3D. Et les exemples, il y en a encore plein d'autres. Seulement, l'héritage de la Dreamcast, il vit pas que dans les AAA modernes. Il vit aussi et surtout dans les sous-sols, dans les forums, dans les Discords. La Dreamcast a 28 ans. Elle est officiellement morte depuis 25 ans. Et pourtant, elle reçoit encore des jeux, des homebrew, des portages indés, des démos techniques, des traductions de fans. En 2020, un développeur indé a sorti Xenocrisis sur Dreamcast, en version physique, avec boîtier, manuel, artwork, grâce à un Kickstarter supporté par plus de 1200 personnes. Parce que la Dreamcast, c'est une des dernières consoles ouvertes. Pas de signature numérique, pas de DRM, juste un lecteur GD qui accepte aussi les CD gravés. Il y a des conventions Dreamcast, des tournois PSO privés sur serveurs émulés, là aujourd'hui, en 2026. Des gens qui modifient des VMU pour émettre des écrans couleurs ou pour faire de l'émulation. La Dreamcast, elle est devenue ce que Sega a jamais pu lui permettre d'être, immortelle. Chaque console moderne, c'est son héritière. Chaque jeu en ligne, c'est son enfant. Et chaque monde ouvert vivant, c'est son rêve qui s'est réalisé. La Dreamcast, c'est 27 mois de vie, mais une éternité en héritage.